Bonjour et bienvenue à ce dernier chapitre du module de comptabilité des sociétés et qui sera consacré à la dissolution de la société anonyme. À la fin de la séance, nous allons également faire un récapitulatif des points à retenir des différents chapitres déjà abordés dans ce module. Commençons d'abord par présenter les principales causes de la dissolution. Celles-ci sont multiples. On peut distinguer les causes communes à toutes les formes de société et celles propres à la société anonyme. Concernant les causes similaires aux autres formes de la société, une société peut être dissoute à l'arrivée du terme du contrat de la société, à la réalisation de son objet, la décision ou bien une décision volontaire d'un commun accord entre les associés. Quant aux conditions propres ou aux causes propres de la dissolution de la société anonyme, on peut citer la baisse du nombre d'associés en deçà du minimum de 5 ou bien la réduction de la situation nette au quart du capital social en raison de pertes importantes cumulées ou encore en raison de la réduction du capital au-dessous du minimum légal. Toutefois, il faut noter dans ce dernier cas que si les dispositions de la régularisation sont prises dans les délais prévus par la loi, la dissolution peut être évitée. Quelles sont donc les conséquences de la dissolution ? Notez que la dissolution en tant que décision exceptionnelle, elle est toujours prise en assemblée générale extraordinaire. Elle entraîne la mise en liquidation immédiate, la désignation d'un liquidateur externe ou parmi les associés, la continuité de la personnalité morale de la société pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Il faut noter également que la dénomination sociale doit être suivie de la mention « société anonyme en liquidation » pour qu'elle soit connue vis-à-vis des tiers. Et enfin que l'interdiction d'engager de nouvelles opérations, hormis bien évidemment celles nécessaires à la liquidation. Sur le plan comptable, la dissolution implique deux étapes distinctes, la liquidation et le partage. La liquidation, comme son nom l'indique, est la transformation des éléments actifs en argent liquide afin de faciliter leur partage. Elle exige un certain nombre d'opérations dont il faut tenir compte. La première étape comptable consiste à établir le bilan avant liquidation qui va faire l'inventaire des éléments actifs et des éléments passifs. La société va commencer par solder s'il y a lieu les comptes en non-valeur, ensuite céder les éléments d'actifs pour les valeurs retenues. Elle va ensuite recouvrer les créances, c'est-à-dire payer les créances clients s'il y a lieu, et régler le passif exigible et les frais de liquidation, ensuite déterminer le résultat de liquidation et présenter le bilan après liquidation et avant partage. Notez qu'à l'issue des premières opérations, c'est-à-dire lorsqu'elle va devoir établir, solder les éléments en non-valeur et céder les éléments d'actifs et recouvrer les créances, normalement après l'ensemble de ces opérations, l'actif de l'entreprise ne devrait comprendre que la trésorerie, la banque et la caisse. Ensuite, l'entreprise va passer, comme on a dit, au règlement du passif exigible et donc de rembourser l'ensemble des créanciers si la liquidation de l'actif a généré suffisamment de liquidité pour apurer le passif. Dans ce cas, la deuxième opération ou la deuxième étape, comme on a dit, c'est le partage. Alors, l'opération du partage consiste à déterminer la part de chaque associé dans l'actif net. Et donc, ça va être l'apport initial, c'est-à-dire ce qui a été investi dans l'entreprise en valeur nominale, qui va être soit majoré ou minoré en fonction du cas. Majoré si l'entreprise arrive à dégager un boni de liquidation ou minoré si l'entreprise dégage un mali de liquidation. Et enfin, la société va constater les écritures de partage qui vont clôturer l'ensemble des comptes de la société et clôturer bien sûr l'existence comptable mais aussi juridique de la société. Alors, à juste titre, les éléments de partage ou les opérations de partage connaissent deux situations possibles. On peut soit avoir un actif net positif ou au contraire, il reste des dettes impayées. Comme on l'a dit, lorsque l'entreprise va liquider l'actif total, elle va pouvoir soit avoir un actif net positif qui va être supérieur au capital social, auquel cas on va parler de boni de liquidation, ou au contraire, l'actif net sera toujours positif, mais il est inférieur au capital social et donc il y aurait un mali de liquidation. Vous notez ici que les associés ou les actionnaires ne vont même pas pouvoir récupérer la valeur nominale de leur mise initiale. Le troisième cas, celui de l'existence de dettes impayées, c'est lorsque la société, comme on a dit, même si elle liquide l'ensemble des éléments actifs, le montant qu'elle va recevoir ou les liquidités qu'elle va générer sont insuffisantes pour apurer le passif exigible, auquel cas il resterait des dettes impayées et dans ce cas-là, ces dettes
seront soldés au détriment des créanciers parce que, rappelez-vous, on est dans le cas d'une société de capitaux et donc la responsabilité, elle est limitée. Entre parenthèses, dans une société de personnes, dans ce cas-là, les créanciers vont se retourner contre les personnes physiques. Comment se présente la structure du bilan après liquidation et avant partage? Donc là, comme vous pouvez le constater, comme on l'a dit, si les choses se passent normalement et que la société arrive à liquider l'ensemble des éléments de son actif, le seul élément qui va rester, c'est la trésorerie active, soit la banque ou la caisse. Et en contrepartie, au niveau du passif, puisque toutes les dettes seront apurées, eh bien, on va se retrouver avec les capitaux propres, notamment le capital social, l'ensemble des réserves, s'il y a lieu des reports à nouveau, et bien sûr, le résultat de liquidation qui est issu de la liquidation de l'ensemble des éléments d'actifs. Alors, pour rappel, les opérations de liquidation, notamment tout ce qui a trait à la cession des éléments d'actifs, ce sont les mêmes écritures comptables que vous avez déjà étudiées au semestre 2 de la comptabilité générale. Et donc, ce sont notamment les opérations de fin d'exercice relatives à la cession et au retrait des éléments de l'actif immobilisé. Ici, nous avons supposé que, comme on a dit, c'est un cas normal où la société arrive à dégager un actif net. Nous allons voir les autres cas avec des exemples chiffrés. Considérons maintenant le premier cas où il existe un actif net, comme on a dit, avec un boni de liquidation. Ce qui va donner à peu près un bilan avec une trésorerie, comme on a dit, actif. Et au passif, vous avez le montant du capital social. On a supposé ici qu'il est de 600 000 dirhams, la réserve légale de 60 000 dirhams, les autres réserves s'élèvent à 240 000 dirhams. Et ici, on retrouve un report à nouveau sur le débiteur, c'est-à-dire des dettes cumulées de 50 000 dirhams. Et le résultat de liquidation, il est de moins 25 000 dirhams. Alors ici, nous avons fait exprès de prendre un résultat de liquidation négatif, mais avec un boni de liquidation, pour ne pas confondre résultat de liquidation qui est issu des opérations de liquidation des éléments de l'actif. Et donc, bien sûr, si les prix de cession sont inférieurs plutôt à leur valeur nette d'amortissement, on va se retrouver avec un résultat de liquidation négatif. Ceci n'empêche pas qu'on peut être en même temps dans un cas de boni de liquidation. Alors, comment on calcule le boni de liquidation? Pour rappel, donc, c'est l'actif net, donc c'est le total qui est ici, moins le capital social. Et dans ce cas-là, on a un boni de liquidation de plus de 125 000 dirhams, même si on a un résultat de liquidation négatif. Retenez également que lorsque l'entreprise ou la liquidation de la société entraîne ou dégage un boni de liquidation, l'État va l'assimiler à une distribution de dividendes différée. Dans ce cas-là, elle va lui appliquer également la retenue à la source telle qu'on l'a déjà calculée dans le cas de l'affectation des résultats. Donc elle est de 15%. Donc ici, la retenue à la source sur les 225 000 dirhams s'élève à 33 750 dirhams. Et donc le boni net de la retenue à la source serait égal à 191 250. Si on lui rajoute le montant du capital social, eh bien le total à partager va être de 791 250 dirhams. Qu'en est-il maintenant du schéma comptable? Alors, pour enregistrer ces opérations, le schéma comptable ne présente pas de difficultés particulières, puisque comme vous le voyez ici, tous les éléments qui étaient créditeurs au niveau des capitaux propres vont être soldés en les débitant, notamment le capital social, la réserve légale et les autres réserves, pour les montants de 600 000, 60 000 et 240 000. Et les éléments qui étaient débiteurs vont être crédités également pour être soldés. Notamment, il y avait le report à nouveau et le résultat de liquidation pour les montants respectifs de 50 000 dirhams et de 25 000 dirhams. L'actif net à partager, déduction faite de la retenue à la source, va être porté au crédit du compte 4468, autre compte d'associés créditeurs, et la retenue à la source va être portée au compte 4452, État, impôts et taxes assimilés. Et lorsque l'entreprise va payer ces deux dettes restantes, eh bien sûr, tous les comptes vont être soldés et clôturés, comme on l'a dit précédemment. Passons à présent au deuxième cas, qui est celui de l'existence d'un actif net, mais cette fois-ci avec un mali de liquidation. C'est-à-dire là, on suppose qu'après la liquidation de l'ensemble des éléments de l'actif, on a dégagé un actif net, oui, il est positif, oui, mais il est inférieur au capital social.
Dans ce cas-là, le Mali de liquidation, il est de 400 000 moins 600 000, soit moins 200 000 dirhams. Vous notez bien sûr qu'ici, en l'absence de boni, il n'y aura pas de retenue à la source. Par conséquent, le schéma comptable serait quasi identique, hormis le fait qu'il n'y aurait pas de retenue à la source, comme je viens de le dire. Et donc, l'ensemble des éléments du passif qui étaient créditeurs vont être soldés en les débitant. On va, en contrepartie, solder les comptes qui étaient débiteurs du passif, donc en les créditant, et on va porter le montant de l'actif net à partager au crédit du compte 4468, et ensuite le solder par la trésorerie, ce qui va nous amener à clôturer l'ensemble des comptes de la société. Dans le troisième cas, nous allons considérer un actif net positif toujours, mais avec des catégories d'actions différentes. Dans ce cas, il faut faire attention au partage entre ces différentes catégories. Donc là, vous voyez que déjà, il y a une partie des actions qui sont non encore libérées. Donc nous avons l'actif net positif de 775 000 dirhams. Le capital social, il est constitué de 10 000 actions de valeur nominale 100, ce qui donne 1 million de dirhams, mais avec une partie non encore libérée. Les autres éléments qui composent le capital social, nous allons supposer qu'il est composé de 3 000 actions de jouissance. Donc, pour rappel, les actions de jouissance sont les actions représentatives du capital amorti. Et donc là, il y a 300 000 dirhams de capital amorti. Il y a 1000 actions libérées des 3/4, donc ce qui explique que nous avons le 1/4 qui est toujours dans le compte actionnaire capital souscrit non appelé. Pour rappel, c'est le compte 1119. Et le reste, les 6000 actions, sont intégralement libérées. Dans ce cas-là, il est intéressant de savoir comment on va partager cet actif net entre les différentes catégories d'actions. Alors ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence d'un Mali de liquidation, car l'actif net est inférieur au capital social libéré. Donc le capital social libéré, c'est 975 000 dirhams. Pour rappel, il y avait 1 million de dirhams, moins les 25 000 dirhams, ça fait 975 000 dirhams, duquel on va défalquer le Mali de liquidation, bien ça donne le total de l'actif net à partager, soit 775 000 dirhams. Alors, la part qui va revenir aux actions de jouissance, comme on a dit, ce sont des actions complètement amorties. Et donc, elles ont déjà reçu, elles ont été déjà remboursées en termes de valeur nominale. Donc, leur part dans le capital libéré non amorti, elle est nulle. Donc, cette partie-là du capital libéré non amorti va être répartie uniquement entre les actions libérées, qu'elles soient partiellement ou intégralement. Donc, pour les actions libérées des 3/4, eh bien, elles devraient normalement récupérer les 3/4 qu'elles ont déjà versées, soit 75 000 dirhams. Donc là, vous vous rappelez, c'est 1000 actions fois 100 dirhams la valeur nominale, fois les 3/4, ça donne 75 000 dirhams. Les actions entièrement libérées auront droit à la totalité de leur valeur nominale, soit 6000 actions fois 100 dirhams, ce qui donne 600 000 dirhams. Pour le capital amorti, il faut noter qu'il est assimilé à des réserves et donc il va être réparti de façon proportionnelle, sans distinction entre les catégories d'actions. Donc là, la part libérée et amortie du capital social s'élève à 300 000 dirhams, qui est représentative des 3000 actions de jouissance. On va les diviser par 10 000 actions. Ça va donner 30 dirhams par action. Et donc les 30, on va les multiplier par le nombre d'actions par catégorie. Ça donne 90 000 pour les actions de jouissance, 30 000 pour les actions libérées des 3/4 et 180 000 pour les actions entièrement libérées. Pour le Mali de liquidation, le même traitement, puisque là, toutes les actions vont supporter ce Mali de liquidation de façon proportionnelle. Et donc là, si vous le divisez par 10 000, ça fait moins 20 dirhams par action. Et donc, de la même façon, ça va donner moins 60 000 pour les actions de jouissance, moins 20 000 pour les actions libérées des 3/4 et moins 120 000 pour les 6 000 actions intégralement libérées. Donc au final, le partage va donner lieu à un versement de 30 000 dirhams pour les 3000 actions de jouissance, de 85 000 dirhams pour les actions libérées des 3/4 et de 660 000 dirhams pour les actions libérées intégralement. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'il faut faire attention quand il y a des actions de jouissance de ne pas leur attribuer une part de l'actif net qui est la part relative au capital libéré non amorti. Le reste, il est partagé de façon proportionnelle, sauf si les statuts disposent de clauses spécifiques de partage.
Concernant le schéma comptable, il ne présente aucune difficulté, comme on l'a expliqué précédemment. Donc là, tous les comptes qui étaient créditeurs au passif vont être débités pour être soldés. Le compte 1119, rappelez-vous, il était également débiteur, donc il va être crédité pour être soldé. Le report à nouveau, les autres comptes d'associés créditeurs vont porter le montant de l'actif net à partager et ils vont être soldés par la trésorerie, ce qui va permettre de clôturer tous les comptes de l'entreprise. Le quatrième et dernier cas va traiter de la situation où la liquidation des éléments de l'actif n'a pas suffi à apurer tout le passif exigible et donc une partie des dettes est restée impayée. Donc là, on va supposer par exemple que la trésorerie, c'est un cas extrême, donc la trésorerie actif, elle est nulle. Et au niveau du passif, nous avons les éléments des capitaux propres et nous avons une dette fournisseur qui n'a pas été réglée de 68 000 dirhams. Ça pourrait être tout autre type de dette, de financement, etc. Donc là, dans cet exemple, comme on a dit, on suppose que l'actif net, il est nul et en plus, nous avons des dettes non encore payées. Par conséquent, il n'y aura plus rien à partager puisqu'il n'y a pas d'actif net et les dettes impayées constitueront une perte pour les créanciers parce que comme pour rappel, on a dit qu'on est dans une société de capitaux et par conséquent, la responsabilité des actionnaires elle est limitée à leurs apports et donc les créanciers vont perdre leur dette, la partie non payée. Le schéma comptable, de la même façon, va être de solder tous les comptes directement, puisque là, il n'y a pas de partage. Donc, tous les comptes qui étaient créditeurs vont être débités pour être soldés, et inversement, tous les comptes débiteurs vont être crédités pour solde de tout compte. Comme on a annoncé donc, avec ce dernier cas, nous clôturons le dernier chapitre relatif à la dissolution de la société anonyme. Et comme nous l'avons annoncé au début, et avant de clôturer le module de comptabilité des sociétés, je vous propose de revenir sur les points importants à retenir au niveau de chacun des chapitres abordés dans ce module. Alors, pour rappel, les 4 principaux chapitres programmés dans le module comptabilité des sociétés sont le chapitre relatif à la constitution de la société anonyme, à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social et à la dissolution de la société anonyme. Comme le chapitre sur la dissolution, nous venons de le terminer, donc je vais revenir uniquement sur les 3 premiers chapitres et les points à retenir au niveau de chacun d'eux. S'agissant du chapitre sur la constitution de la société anonyme, rappelez-vous que vous avez étudié 4 principaux points, donc déjà les étapes de la constitution, les différents types d'apports, les modalités de libération et les cas particuliers. Donc là, je vais juste vous rappeler sur quoi il faut faire un point important avant de continuer. Alors au niveau des étapes de constitution, vous rappelez qu'il y a l'étape de promesse d'apport ou la souscription et l'étape de réalisation des apports ou la libération. Donc là, il ne faut pas faire la confusion entre les deux. Et la promesse d'apport ou la souscription, elle comporte l'ensemble de l'intégralité du capital social. Et s'il y a une libération partielle, donc là, il faut faire attention à intégrer le compte 1119 au niveau de l'écriture comptable. S'agissant des types d'apports, rappelez-vous qu'il y avait 2 types de distinction. La distinction selon la nature, et donc on avait des apports en nature versus des apports en numéraire, ou bien la distinction fiscale qui reposait sur les apports à titre pur et simple et les apports à titre onéreux. Et donc là, pour rappel aussi, le capital social, il est constitué uniquement des apports purs et simples. Donc il ne faut pas confondre apport en nature avec apport pur et simple et apport en numéraire, dire que c'est des apports à titre onéreux, ça n'a rien à voir. Donc on peut avoir des apports en nature à titre pur et simple ou à titre onéreux ou mixte. Et pour les apports en numéraire, généralement, ils sont des apports purs et simples. Pour les modalités de libération, là aussi, on avait vu qu'il y avait 2 modalités principales, soit la libération intégrale. Dans ce cas-là, les apports en nature sont toujours intégralement libérés. Les apports en numéraire peuvent être soit intégralement libérés, soit partiellement libérés. Donc la libération partielle ne concerne que les apports en numéraire. Et pour les cas particuliers, il y avait le cas des versements anticipés, le cas du retard de versement et le cas du défaut de libération, c'est le cas de l'actionnaire défaillant. Et donc là, il faut faire attention, notamment dans le 2e et le 3e cas, au calcul des intérêts de retard et à la défaillance, donc au changement de propriété des actions.
Toujours dans le cadre de ce chapitre, il y avait également un point important sur lequel il faut revenir, c'est comment calculer le capital social. Alors, on a dit que le capital social est constitué uniquement des apports purs et simples, c'est-à-dire qu'en présence d'apports à titre onéreux, qui, je le rappelle, sont constitués de dettes qui grèvent un actif et que la société accepte de prendre en charge, donc ils vont apparaître, la partie à titre onéreux va apparaître en passif sous forme de dette, et donc elle ne va pas apparaître en capital social. Donc, rappelez-vous, le capital social, c'est uniquement les apports purs et simples. Il est toujours calculé en référence à la valeur nominale. Donc là, attention, lorsque vous avez surtout une augmentation de capital, il ne faut pas confondre valeur nominale et valeur réelle. Le capital social est toujours calculé à la valeur nominale intégrale, même si lui, il va être partiellement libéré. Ensuite, le deuxième point, c'est lorsqu'il s'agit de libération partielle, on a dit qu'elle ne concerne que les apports en numéraire, et dans ce cas-là, il faut faire intervenir le compte 1119, actionnaire, capital souscrit non appelé, qui va enregistrer la partie non libérée. Et au fur et à mesure des appels ultérieurs, ce compte va être à chaque fois crédité pour être transféré vers le compte d'apport. Et enfin, pour les cas particuliers, les écritures d'appel sont identiques dans tous les cas. C'est-à-dire, indépendamment, est-ce qu'il y avait des versements anticipés ou bien est-ce qu'il y aurait un retard de versement ou une défaillance, l'écriture d'appel reste identique, c'est-à-dire qu'elle va porter sur le montant du capital appelé. Donc, il ne faut pas toucher le montant de l'appel pour faire les versements anticipés, etc. Concernant le deuxième chapitre relatif à l'affectation des résultats, premier point à retenir, c'est qu'il faut toujours suivre les dispositions légales, puis les clauses statutaires et enfin les décisions de l'Assemblée générale ordinaire dans cet ordre-là. Donc on ne peut pas inverser l'ordre des prélèvements dans un tableau d'affectation des résultats. Et dans ce tableau d'affectation, justement, il faut faire attention lorsque vous êtes en présence de report à nouveau des exercices antérieurs. Donc, il faut faire très attention à leur solde, débiteur ou créditeur, parce que le traitement va être différent. Rappelez-vous, si le solde du report à nouveau est débiteur de l'année N-1, il faut commencer par le retrancher au début du bénéfice à distribuer avant de commencer les autres prélèvements. À l'inverse, si le report à nouveau de l'année N-1 présente un solde créditeur, il faut le laisser après les prélèvements pour ne pas lui faire subir les prélèvements à deux reprises. Deuxième point qui présentait une difficulté particulière, c'est le calcul de la réserve légale, parce que là, je vous rappelle qu'il y a un plafond de 10% du capital social à ne pas dépasser. Donc, quand vous calculez la dotation de la réserve légale qui est de 5% du bénéfice net à répartir, il ne faut pas oublier de calculer le plafond et de vérifier que vous ne le dépassez pas. Troisième point qui mérite votre attention, c'est le calcul des intérêts statutaires ou premiers dividendes. Donc là aussi, vous vous rappelez qu'on avait dit que les intérêts statutaires se calculaient sur le capital libéré non amorti, et en cas de libération partielle ou de libération en cours d'année pour laquelle vous êtes en train de faire l'affectation, eh bien il faut faire attention à prendre le prorata temporis et la partie libérée uniquement. Et enfin, au cas où vous aurez plusieurs catégories d'actions qui existent, il faut faire attention également à ne pas à le faire dans l'ordre qui est prévu par la loi. Notamment quand vous avez des actions privilégiées ou des actions à dividendes prioritaires, des actions de jouissance et des actions ordinaires. Concernant maintenant les modifications du capital, rappelons qu'il s'agit principalement des augmentations, des réductions et de l'amortissement du capital social. Alors, pour le cas des augmentations du capital social, je rappelle qu'il y a plusieurs modalités, que nous avons vu les augmentations par rapport nouveau en numéraire, par incorporation des réserves des bénéfices et primes d'émission, les modalités combinées et la conversion des dettes. Dans la première modalité, on avait dit qu'il fallait faire attention aux différentes valeurs de l'action, donc ne pas confondre valeur nominale et valeur réelle, de faire la distinction entre le prix d'émission et la prime d'émission. Donc le prix d'émission va nous permettre de calculer la prime d'émission, de faire attention également à la parité et au calcul du droit préférentiel de souscription. Et au cas où vous aurez une libération partielle de l'augmentation, eh bien, il faut faire attention au fait que la prime d'émission, elle est intégralement libérée, même en cas de libération partielle. Et aussi, comment attribuer la partie ou la souscription à titre réductible lorsqu'elle existe.
Pour les augmentations de capital par incorporation des réserves, bénéfices ou primes, là on avait vu qu'il n'y avait pas de difficulté particulière. Il faut juste savoir aussi calculer la parité et le droit d'attribution qui sont très proches du cas de l'apport en numéraire. Par contre, lorsque vous avez des modalités combinées, là, il faut voir que les conséquences sur les valeurs des droits préférentiels de souscription et du droit d'attribution vont être différentes selon que vous allez travailler en modalité successive ou simultanée. Et enfin, pour la conversion des dettes, nous avons également mis le point sur le fait qu'il faut savoir calculer le nombre d'actions à émettre à partir, bien sûr, du prix d'émission et des conséquences pour les actionnaires. Pour les réductions et l'amortissement du capital, premier point sur lequel nous avons insisté, c'est de ne pas confondre les deux. Alors pour les réductions, on avait vu qu'il y avait deux principales modalités, soit par absorption de pertes ou par remboursement. Et en cas de remboursement, il faut faire attention lorsque vous avez une partie du capital non encore libérée. Et aussi les conséquences sur les capitaux propres qui vont dépendre de la modalité choisie. Est-ce qu'il y aurait un impact, oui ou non, sur les capitaux propres? Pour l'amortissement, nous avons insisté sur le fait qu'il s'agit d'un remboursement, certes, mais sans réduction du capital social. Donc à ne pas confondre avec la deuxième modalité de réduction du capital. Et que les prélèvements, dans ce cas, vont se faire sur les réserves ou les résultats non distribués et par conséquent sur la nature des actions que vont détenir les actionnaires dont le capital a été amorti, qui vont être transformés en actions de jouissance qui ne vont plus avoir droit ni au premier dividende ni à la valeur nominale en cas d'actif, en cas de dissolution et de partage de l'actif. Et là aussi, les conséquences sur le capital social et les capitaux propres vont être différentes. Avec ce rappel, le module de comptabilité des sociétés touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage et plein succès et bonne continuation, Inch'Allah.